Sacha Guitry, mes deux amis de province. J'avais deux grands amis en province, Octave Mirbeau et Claude Monet. Ce n'était pas moi qui avais eu l'idée de les appeler ainsi, c'était Mirbeau lui-même. Un jour qu'ils entraient ensemble chez moi, du seuil de la porte, Mirbeau m'avait crié « Voici vos deux amis de province ». En réalité, ils n'étaient pas de province, mais ils n'habitaient plus Paris, ni l'un ni l'autre. La tendre amitié que me portaient ces deux hommes remplissait ma vie de joie et de fierté. Je ne me suis jamais consolé de les avoir perdus, et j'en garde un souvenir que personne ni rien ne saurait effacer. Je les aimais tendrement l'un sans l'autre, et je les adorais ensemble. Tant et si bien qu'il m'est difficile de parler de l'un sans tout de suite penser à l'autre. Les visites qu'ils m'ont rendues, leur séjour à la campagne, en Normandie, chez moi, nos longues conversations, sont parmi les souvenirs les plus beaux de ma vie. Leur amitié réciproque datait de 40 ans, et je n'ai jamais rien vu qui m'ait semblé plus beau que leurs yeux quand ils se regardaient. Un homme de 20 ans qui regarde une femme de 20 ans, c'est ravissant, c'est merveilleux. Mais je partage à ce sujet l'opinion de Victor Hugo qui dit que si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. Oui, lorsque je les avais chez moi tous les deux, il faisait plus clair à la maison. Souvent, de ma fenêtre, je les ai vus s'éloigner côte à côte et disparaître au fond d'une allée. Je les vois revenant, passant et repassant, silencieux, d'accord. Et je n'oublierai jamais ces deux silhouettes, l'une élégante et si fragile, celle de Mirbeau, l'autre trapue, puissante et souple, celle de Monet. Car ils ne craignaient pas de rester silencieux ensemble. 40 années d'amitié sans le moindre nuage, jamais, leur en donnaient le droit, et leur silence était d'une éloquence extrême. C'étaient des silences plus précieux 1000 fois que certains bavardages. Certes, il est malséant de couper la parole, mais je sais des silences que l'on n'a pas le droit de rompre. Ceux qui s'établissaient entre Mirbeau et Monet étaient de l'espèce la plus rare. Mirbeau d'ordinaire en faisait les frais. Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait « La vie exemplaire de Claude Monet », car il ne me semble pas qu'on puisse imaginer un être plus parfait que lui. Son existence fut pure d'un bout à l'autre. Claude Monet pouvait se vanter de n'avoir jamais fait, ni dans sa vie privée, ni dans son art, une chose qui fût répréhensible. Je dis qu'il pouvait s'en vanter, mais vous pensez bien qu'il ne s'en vantait pas. Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Sa vie, d'ailleurs, était la plus simple du monde. Il regardait, mangeait, fumait, marchait, buvait et écoutait. Le reste du temps, il travaillait. En somme, il ne faisait que deux choses, travailler et vivre. Il avait d'abord travaillé pour vivre, y parvenant à peine, puis il avait ensuite vécu pour travailler. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été. Il conservait dans une petite vitrine l'enveloppe d'une lettre qu'il avait un jour reçue de Mallarmé. Mallarmé aimait à faire parfois ses adresses en vers. Celle-ci est, je crois, la plus jolie de toutes. Monsieur Monet, que l'hiver nie, l'été sa vision ne leurre, habite en peignant, Giverny, sis auprès de Vernon, dans l'heure. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait ni les persiennes, ni les rideaux des fenêtres de sa chambre, et c'étaient les premiers rayons du soleil qui le réveillaient. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette et allait se mettre au travail. À midi, il était à table. À 2 heures de nouveau, il était devant sa toile, et, lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher, car, il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Claude Monet ne voyait personne, et ne recevait que ses amis très intimes. D'ailleurs, si on était son ami intime. Je n'ai jamais rencontré chez lui que Clémenceau, Octave Mirbeau ou Gustave Geoffroy. Il passait pour un ours. Et je sais que des artistes sont venus de tous les pays du monde pour le voir, et qu'ils ne l'ont pas vu. Je sais même que des peintres, par admiration pour lui,
vinrent s'installer, louèrent des maisons et même en construire tout autour de chez lui, et je sais qu'ils n'ont jamais pu lui parler. Pourtant il n'était pas maussade, et je crois bien en vérité que l'espèce de peur respectueuse que les artistes ont eue de lui avait pour cause tout d'abord le droit qu'il avait d'être sévère, et plus encore ce goût très prononcé qu'il a toujours eu pour le silence. Quand on voyait passer Monet sur une route, à l'ombre de son chapeau de paille, sa boîte à couleurs d'une main, sa toile commencée de l'autre, on n'osait pas l'aborder, on n'osait pas lui demander comment il allait, parce qu'on voyait tout de suite qu'il allait bien. Et on savait où il allait. Il allait vers le soleil, et l'on sentait très bien qu'il fallait les laisser ensemble. Monet connut la misère, l'indifférence et le mépris. Et il m'a dit qu'à l'âge de 47 ans, il n'avait pas encore vendu une toile plus de 50 francs. Il n'en conservait aucune amertume, mais c'est assurément de là que venait son orgueil. Devenu riche, il n'avait qu'un mot à dire pour l'être davantage. Claude Monet n'avait qu'un seul luxe, ses fleurs. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance. Il disait « Je veux que cette année mon jardin soit tout mauve ». Le jour où Clémenceau lui dit brusquement, presque distraitement « Tiens Monet, je vais vous donner la Légion d'honneur ». Monet le regarda très calme et répondit « Non Clémenceau, j'ai 60 ans, c'est trop tard, il fallait y penser plus tôt ». Et mon père disait que Monet était mort grand croix du dédain de la Légion d'honneur. Claude Monet n'avait pas ce qu'on appelle de la conversation. Aux questions les plus importantes qu'on lui posait en art, il répondait par « oui » ou par « non ». On n'avait donc qu'à bien le questionner pour connaître son opinion. Ses grands yeux profonds étaient d'ailleurs pleins d'ironie, et cette ironie, semblable à celle de Jules Renard, était d'autant plus redoutable qu'elle ne s'exprimait jamais. C'était un homme qu'il fallait étudier lentement, Monet, et, après 1 an ou 2 d'observation, en mettant bout à bout quelques lambeaux de phrases qui lui avaient échappé, vous parveniez à reconstituer son admirable caractère. Vous lui parliez, il vous écoutait, il ne discutait pas vos opinions, mais quand il ne les partageait pas, il vous riait tout simplement au nez, ce qui était extrêmement troublant. Mais si Monet n'avait pas de conversation, du moins racontait-il admirablement les choses qu'il avait vues, les mots qu'il avait entendus. Il le faisait au mépris de l'art des préparations, brièvement, presque brutalement, sans jamais viser à l'effet, et vous laissant en outre le soin de tirer vous-même la conclusion logique, morale, des faits qu'il rapportait. Je sais que Claude Monet a vu le jour le 12 novembre et que Rodin naquit le 14. À moins que Monet ne soit né le 14 et Rodin, lui, le 12. Mais puisqu'ils aimaient à dire qu'ils étaient nés le même jour, nous n'allons pas les chicaner pour si peu. Et pour ne pas défavoriser ni Rodin ni Monet, coupons, si j'ose m'exprimer ainsi, la poire en deux et, nous conformant à leur dire, et pour que leurs deux noms s'immortalisent côte à côte, décrétons désormais qu'ils sont du 13 novembre l'un et l'autre. Et si je me permets de proposer la chose, c'est que, jadis, ayant eu la joie de déjeuner un jour avec Monet et Rodin, j'ai noté ce dialogue, qui nous a tous émus. C'était au moment où l'on devait passer à table, et Rodin s'effaçait devant Claude Monet. Rodin, passe. Monet, non, toi. Rodin, tu es le plus vieux. Monet, qu'en sais-tu? Rodin, je suis de 40. Monet, moi aussi. Rodin, de novembre. Monet, moi aussi. Rodin, du 13. Monet, moi aussi. Et ils sont passés à table, bras dessus, bras dessous. Eh bien, aujourd'hui c'est ainsi que je les revois, accolés l'un à l'autre, frères par le génie, jumeaux de par la volonté du destin, admirables tous deux, et de la même taille, avec leurs grandes barbes blanches, beaux visages sans ombre au regard pur. Qui se souvient? J'ai noté tout ce qu'ils me disaient, et voici quelques-unes des notes que j'ai prises. Sachant qu'il n'aimait pas Bonnat, je lui ai demandé un jour ce qu'il en pensait. Il m'a répondu « Je déteste M. Bonnat. Pas tant à cause de sa peinture qu'à cause d'un geste abominable, horrible qu'il a eu. Quand il a fait visiter au président de la République les nouvelles salles du musée du Louvre, il a tourné le dos à l'Olympia de Manet en disant à Loubet « Passez, Monsieur le Président. » Il me raconta. Un jour, je travaillais au bord d'une route, lorsque quelqu'un qui venait dans mon dos s'arrêta derrière moi.
C'était un ouvrier légèrement ivre. Il sifflotait. Il resta peut-être un quart d'heure ainsi, me regardant faire et sifflotant. L'intérêt qu'il portait à mon travail me touchait, je l'avoue. Mais bientôt, je le vis qui s'éloignait en fredonnant. J'ai du talent, mais je suis si modeste que mon talent ne se voit pas du tout. Lorsqu'en 1923, le ministre des Beaux-Arts vint à Giverny demander à Claude Monet une toile de lui pour le musée du Louvre, Monet répondit « Oui, mais je veux la choisir moi-même ». Le ministre y consentit bien volontiers, et Monet désigna le déjeuner sur l'herbe. « Mais, mon cher maître, lui dit le ministre, puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?»« J'ai choisi celle-ci, monsieur le ministre, lui répondit Monet, parce qu'elle m'a été refusée au salon de 1887. Nous sortions de table, un jour, et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner un de mes pinceaux. Je me demande un peu l'intérêt que cela peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées idiotes, vous ne trouvez pas ?»« Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. »« Un de mes pinceaux ? Oui, ça vous ennuie ? » ?»« Pas du tout. » J'avançai la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là. Alors il me dit « Prenez-en au moins un neuf, qui puisse vous servir à quelque chose. » Il m'a raconté. Nous nous baladions souvent sur les routes, Sisley, Renoir, Pissarro et moi, à la recherche d'un motif. Pissarro était juif. C'était le seul parmi nous. À ma connaissance, sa qualité d'israélite ne se manifesta jamais qu'une fois. À la sortie d'un petit bois, nous nous sommes trouvés soudain tous les quatre devant un paysage si joli que nous avons tous levé les bras au ciel, mais Pissarro nous coupa la parole en s'écriant « Ah non, celui-là est à moi !» J'ai 100 lettres de lui qui sont plus belles les unes que les autres. Dans l'une d'elles, il me dit « Je viens de passer une assez mauvaise période pour mon travail, mais cela va mieux et je reprends bon espoir. » Il avait 81 ans. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre ? Elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un jour que je venais le voir, Blanche Monet, sa belle-fille, le dévouement personnifié, me dit « Vous arrivez bien, venez vite, il est dans un état !» Il était là, tout seul, dans son grand atelier, devant sa palette, et il semblait terrassé par le malheur. Nous nous sommes embrassés, puis me prenant les mains, il m'a dit avec une intonation de voix déchirante « Mon pauvre Sacha, je ne vois plus le jaune. » Un après-midi vers 5 heures, il cessa de voir. Alors il se coucha, et, désormais, ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégrapha à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto, et pendant 700 kilomètres de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à son chauffeur « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux, dramatique, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais, quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même, il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet. »